Et si nous n'avions pas à choisir entre médecine conventionnelle et naturelle? On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'ouverture officielle de Coep, ce nouveau réseau social du bien-être pour s'épanouir au quotidien. Je suis Maureen Beillard, la fondatrice de ce réseau, et à l'occasion de l'ouverture officielle, je vous propose de partir ensemble à la découverte des acteurs du secteur CEP, le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne, en commençant par les plus grands leaders francophones du secteur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être en la présence d'un docteur, médecin néphrologue, président du GNFB, qui est le groupement de néphrologues belges. Il est également coach certifié, auteur de différents ouvrages, dont le dernier s'intitule La boîte à outils des soft skills en santé pour ne plus soigner comme avant. Il est également conférencier et le président fondateur de l'association Soigner en conscience, dont la mission et d'ouvrir la conscience vers une médecine collaborative et transdisciplinaire. En 2020, il lance un réseau intitulé MEDIC autour des valeurs d'humanité et de bienveillance. Sa passion et sa mission, c'est d'accompagner les médecins cliniciens pour favoriser une médecine collaborative et intégrative, mais également pour proposer aux soignants de prendre du temps pour eux. Il s'agit du docteur Jean-Marc Desmet. Bonjour Jean-Marc, merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. Bonjour Maureen, merci pour l'invitation. Jean-Marc, est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, ta première fois dans le secteur du bien-être et du développement personnel? Quel a été ton premier contact avec ce secteur CEP, ce secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne? Bien, la première fois que j'ai fait cette rencontre, c'était en 2008. Je traversais un parcours un petit peu compliqué et je me suis interrogé en fait sur la problématique que je vivais et je me suis rendu compte, qu'effectivement on a toujours, parfois tendance à vouloir, accuser, l'extérieur de nous amener beaucoup de soucis et puis les circonstances m'ont amené à pouvoir faire un petit chemin d'introspection et puis je me suis rendu compte, à travers, la lecture d'un livre, de Kevin Pollack, je pense et là, il y a eu un avant et un après. Il y a eu vraiment, un et si j'allais voir à l'intérieur de moi? Donc si je veux dire, ça, c'est le point de départ du de mon cheminement, on va dire plus personnel, hein, là, je suis vraiment en dehors de mon parcours professionnel, mais ça a été le début, en tous les cas, de ce chemin de développement personnel, d'introspection, en tous les cas. Donc, ça a été vraiment une problématique, en fait, à un moment donné, que tu as vécu personnelle, qui a fait que tu as été amené à t'intéresser à d'autres façons de trouver des solutions à cette problématique, notamment à travers ce livre. Est-ce que tu te souviens du nom du livre en question? Je pense, hein, je sais pas si c'est complet, mais cela n'arrive, jamais par hasard ou quelque chose qui s'approche de ça. C'est un Mmh. petit livre, avec des métaphores et voilà. Mais comme tout livre, finalement, c'est une rencontre à un moment donné. En fait, il y a parfois des livres qui traînent dans notre bibliothèque et qui nous parlent pas du tout et puis un jour, paf, qu'on tombe au bon moment et je pense que ça a eu cet effet-là. Maintenant, je suis quelqu'un qui a toujours, qui s'est toujours posé beaucoup de questions et qui a toujours, cherché à trouver du sens dans ce qu'il faisait donc voilà, mais par rapport à ta première question, qu'est-ce qui Mmh. m'a fait plonger? Bah, c'est en tous les cas ce point-là qui vient en tous les cas dans mon parcours. Ce point, donc en 2008, tu étais médecin déjà depuis longtemps. Hem, Tu t'es intéressé à la santé, des patients évidemment pour devenir médecin avec tout ce parcours. Comment ça s'est passé pour toi, l'ouverture de cette porte de, est-ce qu'on peut appeler ça, médecine naturelle? Comment est-ce qu'on peut appeler ça?
en tout cas le soin qui ne passe pas par la médecine conventionnelle. Donc ça, c'est vraiment un élément très important hein, dans ma définition. À ce moment-là, je n'appelais pas ça certainement pas médecine naturelle. Je pense que c'est vraiment plutôt une approche plus multidimensionnelle en fait. La vision, en tous les cas, à ce moment-là, j'étais médecin depuis une dizaine d'années et mon parcours m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas que des organes, ce n'est pas qu'une physiologie, ce n'est pas que de l'anatomie, que finalement le soin est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, probablement que ça m'a ouvert à d'autres dimensions pour lesquelles notre parcours de médecin, en tous les cas, la formation classique que j'ai eue à l'époque, ne nous ouvrait pas forcément à ces dimensions-là. Et donc, voilà, je dirais plutôt, j'ai pas envie de la qualifier d'une médecine ou quoi, mais c'est plutôt une ouverture vers d'autres niveaux, d'autres importances. Est-ce Voilà. que tu peux nous parler de ces différents niveaux? Parce que ce que j'ai particulièrement apprécié dans la façon dont tu communiques aussi, en tout cas de ce que j'en ai perçu, c'est cette notion de c'est pas un et, c'est pas un ou, pardon, c'est pas médecine conventionnelle ou autre approche holistique, c'est bien un et c'est parfaitement complémentaire. Euh, Qu'est-ce qui définirait pour toi ce qui appartient au secteur de la médecine et ce qui appartient à cet autre secteur et finalement qu'est-ce que c'est? Oui, alors, oui, ça c'est extrêmement important. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où on parle de médecine, dans le sens où on l'entend euh, en Occident, médecine, effectivement, je pense il y a une base scientifique qui est pour moi le socle hein, de l'apprentissage, justement, de la physiologie, de la biologie, de l'anatomie, qui est vraiment essentiel pour comprendre le mode de fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important de prendre en compte. Ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, il y a d'autres dimensions qui, par contre, ne sont pas forcément abordées, qui peuvent être plus de l'ordre psychologique, émotionnel, je dirais même spirituel. Il y a plusieurs niveaux de conscience qui ne sont pas forcément abordés. Et quand on est confronté en tant que médecin de terrain, j'aime bien faire la différence entre des médecins de terrain, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment en contact direct avec les patients. Bon, on se rend compte au bout de quelques années que oui, il y a la médecine des livres et puis il y a la médecine du terrain, où là, c'est l'expérience et le feeling qui fait que si vous voulez soigner les gens, si vous abordez pas ces autres dimensions, en les qualifiant ou pas, hein, mais en les définissant ou pas, vous passez à côté de la rencontre. Et donc, effectivement, mon parcours avant m'a fait comprendre, sans mettre des mots dessus, que la rencontre avec le patient passe par un dialogue à d'autres niveaux qui sont tout aussi importants. Et c'est ce que aujourd'hui j'appelle les soft skills, donc les compétences comportementales que le soignant a développées et peut parfois être ouvert et accompagné par des personnes qui ont une approche, on va dire, complémentaire ou une vision qui vient compléter en tous les cas ce regard médical, clinique, qui reste la base, mais qui, à mon sens, n'est pas suffisant. Alors à l'inverse, il faut aussi, et c'est pour ça que le et me paraît essentiel, donc on ne peut pas faire que des hard skills mais on ne peut pas faire non plus que des soft skills. Et donc, je pense que c'est très important que quand on n'est pas dans le cadre purement médical, qu'on puisse aussi intégrer cette dimension de se dire que oui, il y a des connaissances qui sont indispensables pour pratiquer la médecine. Donc voilà, c'est un espèce de juste équilibre. Et c'est vrai que il y a 10 15 ans, tenir ce discours-là était, était tout de suite levé de bouclier dans le monde médical. Et je pense que ça commence à s'ouvrir à partir du moment où on fait cette synthèse
qu'on doit absolument intégrer les deux. Et effectivement, c'est valable du côté des professionnels du secteur CEP qui doivent aussi avoir parfaitement conscience de à quel moment commence leur travail, à quel moment est-ce qu'ils s'arrêtent. Également, en fait, avoir conscience de à quel moment ils ont peut-être plus les armes, les outils pour accompagner leurs patients. Tu parlais tout à l'heure dans ta formation de médecine, tu as appris évidemment énormément de choses sur le corps, sur les organes, sur toute la base de l'anatomie, sur comment fonctionne le corps humain. Mais il y a un moment donné au niveau des soft skills où il y avait tout simplement pas d'apprentissage à cet endroit. Euh, Tu as fait une formation de coaching ensuite. Est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer, en tout cas selon ton regard, qu'est-ce qui différencie le secteur médical et l'apprentissage au niveau médical du secteur finalement du coaching ou de la thérapie ou en tout cas de cet accompagnement à travers plus la psychologie, les soft skills? Oui, c'est une très bonne question parce que, alors, la réponse rapide, c'est de dire, en tant que médecin, on est formé d'ailleurs à être dans une position haute. On était, et, je pense on est dans une position haute, un peu patriarcale, celui du sachant, celui qui sait pour l'autre. C'est en train de changer, hein. Et le coaching m'a appris ce qu'était se mettre en position basse. C'est-à-dire que le coaching, le coaching dans le sens vraiment professionnel du terme, hein, parce qu'on sait que le terme est galvaudé, et c'est pour ça que j'ai souhaité vraiment faire les formations de manière très sérieuse avec des organismes agréés, et puis ici maintenant de faire la certification ICF, parce que je pense que c'est un vrai métier avec une vraie posture, mais qui a un cadre aussi très, très bien défini et qu'il faut pouvoir garder. Donc vraiment, une médecine où effectivement, position haute et le coaching, c'est ça qui a été ma plus grande révélation, c'est en fait de cette posture basse qui est à l'écoute, qui permet d'accompagner la personne à toucher à tous ses potentiels, toutes ses ressources. Et en fait, je me suis dit que ben, il y a des ponts. Il y a des ponts. Alors, tous les médecins ne doivent pas être coachs, tous les coachs ne doivent certainement pas être médecins. C'est pas ça, le but, c'est pas ça. Mais pour moi, c'était des outils que j'ai explorés et qui me permettent de me dire, oui, tiens, c'est une plus-value, tout en ne mélangeant pas les rôles, quoi. Quand je suis médecin, je suis médecin. Je peux utiliser des outils de coaching, mais je ne suis pas coach. Et quand je prends la casquette coach, je ne suis pas médecin. euh, je, je vais faire la part des choses, je suis dans une autre posture. Même s'il est vrai que le fait d'être médecin me permet, par exemple, de refuser des patients, enfin des patients, des clients, quand je suis coach, euh, parce que je détecte en tant que médecin une problématique psychologique ou psychiatrique qui fait que c'est pas du coaching dont elle a besoin, mais c'est peut-être d'un accompagnement différent. Et donc ça, c'est la plus-value, c'est qu'effectivement, quand on a une vision très transversale, on va pouvoir orienter, référer le patient, le client dans ce dont il a besoin. Et c'est ce que tu essaies de faire. Je sais que c'est quelque chose qui est particulièrement difficile parce que tout n'est pas cadré. En fait, on ne sait pas exactement à quel moment il faut renvoyer vers qui. C'est encore beaucoup expérimental. C'est très en fonction de la personne aussi, évidemment, en fonction du client ou du patient du moment. Qu'est-ce que tu expérimentes à travers cette médecine transdisciplinaire? Quels sont tes retours d'expérience à partager éventuellement aux personnes qui se demandent peut-être, même pour les auditeurs en fait de cette interview, qui se demandent peut-être est-ce que je dois aller voir un médecin? Est-ce que je dois aller voir un coach? Est-ce que je dois aller voir un psychologue, un psychiatre? Vers qui est-ce que je peux m'orienter? Je pense que j'avais envie de répondre d'abord à une personne de confiance, à un professionnel si possible. Et c'est vrai que le fait d'identifier est-ce que la problématique est bloquée dans le passé, auquel cas ce serait plutôt un psychologue, un psychiatre. C'est peut-être c'est la position du médecin généraliste hein, qui doit être formé pour avoir la vision la plus globale possible du patient et de comprendre qu'effectivement, il y a des traumatismes qui se règlent avec des psychologues, des psychiatres. Le coach, il est plus dans le moment présent et accompagner la personne dans un objectif enfin, qu'il va aider à clarifier et à définir. Et donc, il y a vraiment une temporalité. Mais voilà, tout ça en même temps.
un thérapeute, un coach, bah, sa finesse, c'est de pouvoir aussi aller naviguer dans certaines zones, de faire des retours en arrière, d'aller en avant. Et ça, effectivement, c'est les formations, l'expérience qui va rendre le professionnel le plus pertinent possible. Et surtout, je pense, la posture d'écoute de la vibration de la personne. Alors, c'est vrai que c'est un terme, hein, l'énergie et la vibration, c'est quelque chose que moi, en tant que médecin, je pourrais avoir peur d'exprimer, mais moi, j'utilise vraiment ça. Je pense qu'il faut écouter la musique du patient ou du client qui est en face de soi pour essayer de l'accepter telle qu'elle est. Et un thérapeute, un médecin, un coach, beh, c'est ça, cette sensibilité à pouvoir s'harmoniser avec, l'énergie de son patient, qui va lui permettre de l'accompagner. Et donc même, en étant médecin, somaticien, en faisant ben, j'arrive à être beaucoup plus pertinent quand j'arrive à comprendre quelle est la musique du patient en face de moi. Bon, certains vont étiqueter ça énergie, enfin, ou psychologie, ou profil psychologique. En fait, moi, peu importe, je m'intéresse pas tellement aux étiquettes. Ce que je m'intéresse, je me dis, bah, tiens, par quel chemin je vais pouvoir aider la personne et l'accompagner. Et la première chose, c'est effectivement peut-être de la rejoindre à l'endroit où elle est, où elle se trouve pour être en capacité de l'accompagner. Est-ce que ça a un lien avec remettre le patient au cœur de son parcours de soins, ou est-ce que c'est deux choses différentes? En fait, il y a quelque chose de pas très logique. Enfin, par définition, le patient est au cœur du soin. Alors c'est parce que peut-être notre médecine, l'a déplacé, à un endroit où il était plus au cœur du soin. Et donc et on ne devrait pas se poser cette question. Il devrait être, au cœur du soin parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas touché la personne, c'est difficile de l'accompagner à changer ses habitudes parce que finalement, la médecine, qu'est-ce que c'est à part de rééquilibrer, des habitudes, des bonnes ou des mauvaises habitudes, hein, et même moi en tant que médecin, j'ai encore du chemin à faire, hein. On a toute une vie pour, essayer d'harmoniser en tous les cas toute façon de fonctionner, ça c'est évident. J'allais rebondir en disant, Jean-Marc, est-ce que tu peux nous parler de Soigner en conscience, ton association? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette association, en quoi ça consiste? Quel est son objectif? Alors, soigner en conscience, donc, bah, suite à ce que j'ai expliqué au début, en 2008, j'ai eu un chemin un peu personnel et donc, j'ai fait plusieurs, retraites, des week-ends. J'ai appris, à méditer et donc j'ai eu, vraiment une pratique assez intensive, enfin intensive, régulière en tous les cas de méditation pendant près de 2 ans et demi. Et je pense que réellement cette période-là a été la période où j'ai été le plus présent à moi-même, alors que même que je pouvais passer des moments difficiles. Et c'était vraiment une révélation, un chemin, mais là, vraiment purement de développement personnel, qui était très intense. Et comme je suis quelqu'un de pragmatique et que la personne que j'allais voir, habitait dans les Vosges, j'allais, régulièrement, faire, des week-ends et puis à un moment donné, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais le faire venir, ce sera plus facile pour moi». Et donc je lui ai proposé d'organiser une retraite, à l'abbaye d'Orval, qui est une magnifique abbaye en Belgique, qui est connue pour sa bière et dont j'avais eu l'occasion, de bien connaître puisque j'y travaillais comme médecin de campagne pendant 1 an dans cette région-là. Et donc, les moines me connaissant en tant que médecin, ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit: «OK, tu peux organiser, avec un groupe». Et donc j'ai fait venir cette personne-là. Et puis, une 2e retraite était prévue et puis là, en dernière minute, il l'a annulée et je me suis retrouvé devant, une réservation. Je me dis: «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?» Je dis: «C'est tellement chouette». Et j'ai rebondi, j'ai dit: «Bon, ben, je vais proposer ça au monde dans lequel je suis». Moi, ça m'a fait tellement de bien, j'ai envie de partager ça au monde des soignants. Et donc le projet était né, de proposer aux soignants de prendre soin d'eux pour prendre soin des autres. Et avec, l'aide de 2 infirmières que j'avais rencontrées lors de ces retraites, on a fondé, Soigner en conscience.
Et pour la petite histoire, la petite anecdote, on va faire notre 17e retraite à Orval ici au mois d'avril. Et justement avec les deux cofondatrices qui reviennent pour co-animer cette retraite avec moi et ma compagne, qui est aussi une personne du monde de Coep, puisqu'elle est sophrologue et art-thérapeute. Et on propose des ateliers expérientiels aux soignants et particulièrement aux médecins, parce que je me disais que c'était le plus challengeant, c'était d'arriver à faire partager ça à des médecins. Donc, j'ai un petit quota personnel, c'est pas une règle absolue, mais je dis 50% de médecins, 50% de nouveaux. Et chaque année, pour que, voilà, le but de soigner en conscience, c'est que les gens viennent faire une expérience. Et dernière chose que je voulais dire par rapport à cette association, en France, on appelle ça une association loi 1901. Les bénéfices qui sont générés par ces week-ends sont reversés à des associations, des associations de patients qui ont été créées par des soignants. Et donc, voilà, on essaye d'avoir un esprit donner-recevoir. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça depuis 13 ans même. Magnifique. 17e retraite. Ça va être à quel moment pour si j'arrive à publier cette interview avant et que des personnes l'écoutent? Alors, c'est du 21 au 23 avril ou du 20 au 22 avril. Je En mettrai. tous les cas, c'est ce week-end-là. Ouais. Je mettrai les liens. Est-ce que c'est déjà complet? Est-ce qu'il reste des places? Est-ce que c'est ouvert aux non-soignants ou c'est vraiment particulièrement pour les soignants et pour les médecins? C'est ouvert aux soignants, mais on a une vision assez large du soin. Donc, enfin, pour moi, en fait, ma définition, c'est même très fortement élargie. Au jour d'aujourd'hui, je pense que tout le monde est soignant. Un aidant proche est soignant, un ami peut être soignant. Mais c'est vrai que pour respecter en tous les cas l'idée, c'est que c'est vrai que euh, mon public cible, c'est vraiment des soignants, peut-être dans le modèle plus classique, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir un professeur d'UNIF avec à côté un énergéticien qui était en train de lui expliquer comment il barrait le feu, quoi. Et c'était excellent. C'est- parce qu'il n'y avait pas de jugement, ou des infirmières qui disent, oh, mais je ne pensais pas que des médecins pouvaient fonctionner comme ça. Et donc, finalement, il y a une dimension un peu de réconciliation du corps soignant. On a besoin de tout le monde, en fait. Et on a tellement segmenté, je disais tout à l'heure, on a segmenté les organes, mais on a segmenté aussi les soignants. Or, pour moi, la médecine de demain, c'est en deux mots. C'est une médecine intégrative, donc qui intègre toutes les dimensions de la personne, et collaborative. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus savoir tout sur tout. Et la plus grande intelligence, c'est justement de pouvoir orienter la personne vers le soignant qui est le plus adapté à sa problématique. Et ça, par le chemin personnel que j'ai fait en m'intéressant à toute forme de pratique, j'ai un petit réseau de personnes que je connais et je me dis, ben voilà, ah, vous voulez vous former à la pleine conscience. Moi, je ne suis pas instructeur en pleine conscience. Je sais ce qu'est la méditation, mais je ne suis pas instructeur. Donc, j'envoie à des collègues qui sont instructeurs. Et il se fait d'ailleurs que dans le réseau médical, de médecins, il y a de plus en plus de médecins qui s'ouvrent à d'autres dimensions et je trouve ça très riche. Et, euh, et donc, voilà, on est dans un changement de paradigme. Euh, pour autant, je reste très centré aussi sur la science. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais, évidemment, toujours un et pas un ou. Est-ce que tu peux nous parler de Médic? Parce que tu viens d'y faire allusion, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Alors, Medix, c'est un réseau de porteurs de projets en santé. Euh, alors, comme j'ai envie d'être spécifique, c'est vrai que je vais m'orienter principalement chez les médecins pour la même raison que ce que j'ai dit, parce que je pense que pour pouvoir rassurer ce public-là, euh, ils doivent, dans un premier temps, se retrouver entre eux parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur
D'ailleurs, beaucoup de médecins qui viennent à la retraite, ils me disent: «Ah, est-ce qu'il y a d'autres médecins?» Je dis: «Ouais, t'inquiète, t'inquiète, il y a des médecins». Et c'est et c'est vraiment, et après, et après ils sont rassurés. Mais, c'est pour ça que alors je vais pas exclure, d'autres personnes. À partir du moment où il y a des porteurs de projets qui veulent voir, heu, une vision d'une médecine intégrative et collaborative, pour moi, heu, c'est ouvert à cette dimension-là. Mais c'est vrai que mon cœur de cible, c'est plutôt les médecins. Et c'est, vraiment, mettre en lien ces médecins, parce que demain, ça sera pas la connaissance qui sera le plus important, c'est la sagesse avec laquelle on l'utilise. Et la sagesse avec laquelle on l'utilise, c'est pouvoir aussi la partager avec, différents, intervenants, et ça, c'est la dimension collaborative. Donc Medix, ce sera un réseau qui permettra à des soignants de développer leur activité, qui permettra, d'offrir, à ces soignants, ben, un groupe de personnes qui partagent en tous les cas ces valeurs. Il y aura des formations, et vraiment la proposition ultime que j'aimerais bien faire, parce que je me suis formé à ça, c'est, la création de mastermind, donc des groupes, de 7 à 8 personnes qui s'accompagnent pour, dans un processus d'intelligence collective. C'est extrêmement puissant. Ça demande vraiment, un accompagnement, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire à travers Medix. Je sais pas si j'ai été assez clair. L'intention pour les personnes, pour les soignants, les médecins, les soignants, plutôt du corps médical, mais voilà, avec toute cette ouverture, en tout cas, quand ils rejoignent Medix, c'est quoi concrètement? C'est de prendre soin d'eux les uns les autres. J'ai parlé des notions de bienveillance, d'humanité dans l'introduction. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien juste? Est-ce que c'est le fait de prendre soin d'eux pour être en capacité de prendre soin des patients derrière? Qu'est-ce qui est proposé concrètement? Les ouvrir à d'autres façons d'accompagner? En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que on a une vision parfois du médecin un peu déshumanisé, ou qui cherche, à faire de l'argent, à un statut social et tout ça. Et c'est vrai, il y en a. Mais en fait, je rencontre aussi beaucoup de médecins et de soignants qui sont porteurs de belles valeurs, et qui souffrent de ne pas pouvoir les incarner. Et donc, c'est pas tellement c'est pas tellement de les soigner ou d'apporter un réconfort, c'est plutôt déjà Medix, c'est plutôt des gens qui ont trouvé, à exprimer pleinement leurs valeurs, mais qui veulent le développer et le faire savoir, au restant du monde. Donc c'est pas un entre-soi, pour se faire du bien, c'est plutôt heu, on a découvert ce qui nous fait du bien, et on veut impacter le monde. On veut impacter le monde du soin, hein, c'est pas, et là, je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire, et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le cheminement, que j'ai fait à travers ça, j'ai rencontré il y a plein, en fait. Il y a plein de médecins, de soignants qui ont des projets, magnifiques, et en fait, ils sont porteurs des mêmes valeurs, mais ils l'expriment pas de la même façon. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils se pensent seuls au monde, et ils sont là, ils se sont dit: «Ouais, c'est quand même triste, c'est moche», et en fait, non, on est beaucoup plus nombreux qu'on le pense, et ça, c'est réjouissant, et ça pourrait être une des lignes de force de Medix, c'est de dire: «Mais non, en fait, on parle de la même chose, mais différemment». C'est intéressant cette notion des personnes qui finalement peut-être n'en parlent pas les unes avec les autres. Moi, dans ma propre histoire, je parle de mon monde caché. Je parlais pas du fait que mes parents étaient thérapeutes, professeurs de Kundalini Yoga, parce que en fait, le regard des autres sur leur métier, sur la façon dont on a grandi en décalage avec le paradigme dominant, avec la télé, enfin pas la télé à la maison, en mangeant bio, en faisant le jardin, enfin toutes ces choses-là, c'était un peu étrange à l'époque. Et donc, je parle de mon monde caché. Et en fait, c'est intéressant de voir à quel point il y a de nombreuses personnes comme ça qui continuent à en faire un monde caché. Même des personnalités parfois aussi dans le monde du marketing. Je suis agréablement surprise d'entendre certaines personnes qui sont très connues, qui ont de très grandes audiences, qui sont vraiment des gens qui sont
les pieds sur terre, quoi. Je veux dire, dans des choses très cartésiennes de la vie courante, des gens qui gagnent énormément, enfin, qui gagnent très bien leur vie, qui ont des audiences extraordinaires et qui, à un moment donné, se mettent à parler de spiritualité en disant, mais moi, ça fait partie de ma vie, ou qui se mettent à parler de méditation en disant, mais ça fait partie intégrante de ma vie. Et c'est assez intéressant, ce phénomène de moi aussi. Ouais, c'est vraiment ça. Mais en fait, méditation, spiritualité, pas des gros mots, hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, quand j'ai lancé Soigner en conscience, j'avais la trouille, hein. J'ai envoyé le projet à l'ordre des médecins en me disant: «Oh là là, je vais me faire descendre». Et ils m'ont pas répondu. J'ai considéré que c'était un oui. Il y a 5 ans, ils m'ont même appelé pour discuter avec moi de ce que je faisais. Et ils ont créé pas une association, mais en tous les cas, une cellule d'aide pour les médecins. Et donc, je trouve ça comique que, qui s'y intéressent. Et donc maintenant, effectivement, je pense que il y a un intérêt parce que le besoin est criant. Parce que le besoin est criant, parce que de plus en plus de personnes aussi se tournent vers comprendre au-delà de physiologiquement, une maladie reste une maladie et un médecin reste un médecin pour pouvoir intervenir au niveau physiologique également. Mais après, sur tout le pourquoi, les émotions que ça produit. D'ailleurs, sur quoi est-ce qu'on peut intervenir plutôt avec ce monde du secteur CEP, du coup? Quel serait le moment où le médecin classique n'intervient plus, justement? Le médecin classique n'est pas formé à prendre du temps. Elle est là. Il n'est pas formé à être présent. Il n'est pas formé à écouter. Il n'est pas formé à communiquer sans jargon. Il n'est pas formé à accepter que le patient ne soit pas compliant, c'est-à-dire ne respecte pas à suivre son traitement. Il est formé, et heureusement, ils ne le sont pas tous, mais enfin, on commence à conscientiser. Il y a des choses qui évoluent, hein, ça change. Mais je suis désolé, ce que moi j'ai eu comme formation, c'est pas des études de médecine, c'est des études d'ingénieurs médicaux. Oui, on sait beaucoup de choses sur plein de choses, mais on ne sait pas comment, on ne nous apprenait pas à gérer des émotions, ah oui, ou de manière très théorique, hein, on avait, mais même encore aujourd'hui, j'ai l'occasion, j'ai la chance de donner aux infirmières un cours. Donc, j'ai 2 heures pour parler des complications de l'insuffisance rénale. Et puis, on m'a gracieusement, parce que j'aime ça, et qu'on m'a dit: «Ah bah tiens, tu vas pouvoir donner 1 heure de cours sur l'accompagnement des mourants». 1 heure. Et bah, alors, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je peux faire en 1 heure?» Alors, j'ai mis l'affiche de Piège de cristal avec Bruce Willis. Die Hard, 58 minutes pour vivre. Et je commence ma présentation en disant, voilà, j'ai 58 minutes pour vous parler de la mort. Et puis je dis, bah, toute la théorie, vous le lirez à la maison. Et maintenant, on va parler de nos expériences. Et j'ai encore eu l'occasion de donner ce cours il y a moins de 3 semaines. Simplement en étant authentique, en expliquant comment j'avais accompagné des gens en fin de vie, et moi-même me faire rattraper par l'émotion que ça avait fait, mais pas, c'est pas fake, c'était vraiment, ben, dans la salle, le cours, ils l'oublieront pas. Et parce on n'a pas parlé de la théorie, euh, de, on a partagé la façon d'être, la chance que c'est. Moi, j'ai dit, mais l'accompagnement de fin de vie, c'est une chance extraordinaire. C'est pas vous qui accompagnez, c'est les patients qui sont en train de mourir qui vous donnent des leçons. C'est parce qu'on est trop bête pour les accueillir. Mais moi, les accompagnements de fin de vie, j'ai pas dit que c'était facile, mais si on sait le voir avec son cœur et ses tripes, c'est un cadeau. Moi, c'est ce qui m'a le plus aidé à essayer de vivre pleinement ma vie, c'est de voir
c'est d'accompagner les gens en fin de vie. Et donc voilà, oui, on a tout ça, on ne nous apprend pas. Et je pense que beaucoup de gens qui ont développé les compétences que l'on retrouve dans ton réseau sont des gens qui ont dit, oui, mais la santé, ce n'est pas que la médecine. Et donc, ils ont voulu s'épanouir ou ouvrir à d'autres dimensions. Et donc ça, je trouve ça très chouette. Le seul risque, c'est quand on a découvert quelque chose, on a un outil, on a un marteau, et si on commence à voir des clous partout, ça c'est dangereux. Et donc, moi, c'est ça ma grosse réserve. Je dis, c'est très bien tout ce qui est complémentaire, mais alors, soyez conscient des limites dans lesquelles. Parce que si vous voulez commencer à tout traiter partout, avec tout, enfin avec les outils, ça peut être dangereux. Parce qu'il y a il y a des choses qui se soignent au niveau psychologique, émotionnel, spirituel, mais il y a des choses au niveau physique. Et donc, si vous soignez des choses avec un niveau qui n'est pas le bon, ben, vous passez à côté du coche. Et donc, d'où l'importance du et pas du ou. Et donc, je pense que les médecins de demain, ils doivent être formés à avoir une connaissance générale de ce que sont les pratiques complémentaires. Aux États-Unis, il y a des organismes, les grandes universités médicales aux États-Unis forment aux approches complémentaires. La Mayo Clinic, qui est la référence, vous dites la Mayo Clinic à n'importe quel médecin, il devient tout fou. Ah ben, là-bas, ils enseignent la chiropratie, l'ostéopathie, toutes ces choses-là. Parce qu'un médecin, il doit avoir la culture générale de ce que c'est. Et ça, là, il y a encore du chemin à faire. Également parce qu'effectivement, on ne peut pas tout savoir, mais la possibilité, en tout cas, peut-être d'orienter de façon plus sécurisée finalement aussi le patient quand on n'est pas en capacité de l'accompagner sur un endroit. Euh, Heureusement, peut-être que votre médecin généraliste n'est pas formé à la sophrologie et c'est très bien comme ça. Par contre, peut-être qu'il connaît une ou des très bonnes sophrologues de confiance à qui il peut vous recommander, enfin, qu'il peut vous recommander, quoi. Tout à fait. Et donc, je pense dans le cursus des médecins, ils devraient avoir la possibilité d'expérimenter ces approches. Et, euh, et voilà. Et, et, euh, Ça va arriver, hein, ça va arriver. Mais ça se fait déjà. Et il y a des initiatives. Donc, ça avance. J'aimerais terminer cette interview, peut-être, Jean-Marc, sur la définition de la santé qui a été redéfinie en 1946 comme un état de bien-être physique, mental et social indispensable à l'épanouissement, au bien-être de l'individu et qui montre peut-être, en tout cas, moi, c'est comme ça que je définis le secteur CEP, avec cette définition de la santé pour laquelle le secteur médical répond à une bonne partie de cette définition de la santé, au moins sur la partie physique et physiologique, sans aucun doute, également sur la partie psychologique, en partie avec les psychiatres et les psychologues, même s'ils ne font pas partie du corps médical à proprement parler. On a aussi des instances qui accompagnent au niveau social. On a tout ce qui est le secteur SAP, donc c'est des aides à la personne pour tous les accompagnements, par exemple, des personnes handicapées ou des personnes âgées ou à mobilité réduite, également le secteur social, mais il y a quand même encore un espèce de manque, un trou là au milieu de cette définition de la santé, et c'est à cet endroit, en tout cas, que je place, que je définis ce que j'appelle le secteur CEP, donc le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça dans cette interview? Peut-être parce que j'aimerais avoir ton avis, ton retour sur cette intention de nommer ce secteur, de le définir. Qu'est-ce que tu penses du fait de donner une place à ces professionnels de l'accompagnement qui ne soient pas le secteur médical, mais de leur laisser, voilà, de leur laisser un espace pour répondre à cette définition de la santé? Oui, en tous les cas, très clairement. Il est important de leur faire une place parce que ce qui a quand même beaucoup changé depuis 1946, c'est qu'on avait une médecine curative très axée sur des grosses problématiques aiguës. Et donc la médecine telle qu'elle a été développée est très efficace pour prendre en charge
des pathologies aiguës. Or, la population, de plus en plus, grâce à l'amélioration de la médecine, euh, de l'hygiène, de plein d'éléments, fait qu'on est de plus en plus face à des populations qui sont plus vieillissantes, et donc on a beaucoup plus de pathologies chroniques. Or, les pathologies chroniques s'accompagnent très souvent de souffrances qui sont pas que physiques, qui sont psychologiques, qui sont émotionnelles et autres. Et je pense que le corps médical tel qu'il a été développé n'a pas su accompagner cette évolution aussi bien. Et donc, quand on utilise des outils diagnostiques pour de l'aigu, alors que c'est une prise en charge plus globale qui devient nécessaire, on a on a probablement pas assez laissé de place. Et donc, moi, j'ai envie de dire, oui, c'est le monde médical qui doit ouvrir la place au groupe que tu nommes, euh, mais j'allais dire dans un cercle ouvert. Parce que je suis pas trop pour définir cloisonner, en fait. Parce que si on Mm. cloisonne, on fait ce qu'on a fait avec les organes. Et donc, c'est bien de les définir. Donc, pas de souci de définir ce qu'ils font, mais avec la volonté de les intégrer dans un grand cercle où le patient nous attend depuis toujours. Et donc, on n'a pas à le remettre au centre. On doit juste se retrouver autour de lui. C'est peut-être pas le patient qu'on doit remettre, c'est peut-être les soignants autour du patient. Et donc là, effectivement, chaque groupe somaticien, psychosomaticien et autres, bah, a sa place et a son rôle à jouer. Et c'est pour ça que je pense que on gagnerait à décloisonner et à faire vivre des expériences de ces différents acteurs du soin ensemble. Parce que je reviens à mon leitmotiv, la médecine de demain sera intégrative et collaborative. Et c'est ce que tu proposes. Et je crois que, en tout cas, je pense que qui de mieux qu'un médecin pour permettre à d'autres personnes du corps médical de faire ce pas, cette ouverture de cloison en confiance, en tout cas. Oui, juste rajouter, en fait, il y a 15 20 ans, il y a quelques médecins qui ont dû sortir du système pour pouvoir parler. Et il y a un moment donné, tu parlais de Thierry Janssen, qui a écrit Mhm. beaucoup de choses, et puis ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis je me dis, mais en fait, maintenant, on n'a pas besoin de médecins qui sortent du système, on a besoin de médecins qui sont dans le système et qui le font changer de l'intérieur en s'ouvrant à ces dimensions-là, pour ne pas laisser euh, la place aux cyniques, à ceux qui ne... mais enfin, quand je dis ça, il y a pas de lutte, hein, mais effectivement, euh, c'est pas toujours facile de tenir ce discours-là. Et pourtant, je pense que mon discours est très pondéré parce que je peux être tout à fait critique par rapport à toute forme d'extrémisme, que ce soit médical ou que ce soit alternatif, mot que je n'aime pas du tout, parce que il n'y a pas deux médecines, il y a une médecine, mais qui ne doit pas s'opposer. Merci beaucoup, Jean-Marc. Euh, Ouais. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part en particulier ou où orienter les personnes à la fin de cette interview? Là où je suis le plus présent et le plus actif, c'est sur LinkedIn. Sinon, j'ai les sites, j'ai 3 sites. Bah, j'ai le site de Soignants en Conscience, j'ai le site de Medix, mais je travaille dessus, à mon avis, ce sera vraiment pour la rentrée que je vais. Et donc, oui, j'ai un site, mais ça, c'est plus vraiment pour des gens qui veulent être accompagnés de conscience, de coaching. Un site où simplement les gens peuvent me contacter. Mais là où je suis le plus présent, c'est vraiment au niveau de LinkedIn. Parce que c'est un réseau où il y a beaucoup d'idées qui se brassent, beaucoup de choses qui se passent. Et en tous les cas, moi, j'y trouve beaucoup d'inspiration.
Merci Jean-Marc pour cette interview. Merci à ceux et celles qui ont pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Vous retrouverez les différents liens vers les sites internet de Jean-Marc, également vers son profil LinkedIn en description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à nous soutenir en la likant. Vous pouvez également nous laisser des commentaires et nous poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. En attendant, prenez soin de vous. C'était Maureen. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.